Exabim, donc la solution Exabim, alors qui est méconnue en France, en tout cas sous un angle assez technique. Alors au début, j'avais plutôt pris l'option de présenter, faire une partie démo, parce que c'est plutôt ce qui nous intéresse nous. Mais je me suis rendu compte qu'on voyait pas du tout tous les mécanismes à terme, donc je vais faire une partie en slide avec le détail. Avant de commencer déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravi de présenter la solution. J'espère que vous allez apprendre des choses. Je vais parler donc d'Exabim. Alors déjà, je me présente très rapidement. Je pense que c'est pas le plus intéressant. Ça fait très longtemps que je fais du CIEM. De temps en temps, quand je peux, j'assiste aussi à ces réunions. Donc je suis assez étonné d'être de l'autre côté pour une fois. Donc ça fait longtemps que je fais du CIEM. J'ai commencé avec ArcSight. Il y a en 2001 je crois. Après j'ai fait un peu de LogLogic et c'est en cherchant une solution de remplacement pour cette solution qui nous convainquait pas nous et qui ne convainquait pas forcément nos clients que je suis tombé sur Splunk et de fil en aiguille j'ai passé 7 ans chez Splunk jusqu'à ce qu'ils prennent une direction beaucoup moins sécurité et plus supervision IT et donc aujourd'hui je suis chez Exabim et je vais essayer de vous montrer pourquoi je suis chez Exabim. Alors premièrement, une petite explication sur l'image de fond. Alors, ça vient pas du marketing officiel, hein, mais l'idée c'est de vous montrer qu'il y a eu des évolutions en termes de SIEM, peut-être un peu moins que les attaquants, et de manière un peu, on parlait de provoque tout à l'heure, de manière un peu provocante, j'ai envie de dire, les antivirus ont évolué, il n'y a plus personne qui a un antivirus qui est basé que sur les signatures, et les SIEM, est-ce qu'ils sont encore basés, que votre SIEM, est-ce qu'il est basé encore que sur des signatures? Voilà. Donc, rapidement, j'ai parlé d'Exabim, de comment on se positionne notre solution et ce qu'elle apporte. Je vais rentrer un peu dans le détail du fonctionnement, comment on fait le contexte, comment on va reconstruire les sessions, un petit passage très rapide sur l'architecture, parce que ça peut intéresser certaines personnes. Et puis, un petit focus sur la partie data science et machine learning, en sachant que je suis pas du tout un spécialiste. Alors s'il y a des gens, des data scientists parmi vous, vous resterez peut-être sur votre faim, ou si vous avez des questions précises, je serai peut-être pas en mesure d'y répondre tout de suite. Et puis enfin une partie démo, si ça vous convient. Alors rapidement, Exabim, c'est peu connu en France. On est présent en France, maintenant on est deux, et on est présent depuis quelques mois. On est plus connu dans d'autres pays. Si vous regardez le Gartner du début de l'année, vous voyez qu'on est ici. Donc on est vraiment une société qui est focalisée sur la sécurité. On a 7 ans. On est beaucoup plus petit que tous les autres ici. On est plus jeune que tous les autres. On est entre 500 et 600 personnes et ce que je voulais montrer aussi c'est le Forrester, vous avez vu, qui est sorti en fin d'année dernière, donc beaucoup plus récemment, et qui nous positionne beaucoup plus près des gros mastodontes en termes de sécurité que sont IBM et Splunk. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ça me permet de rebondir sur la terminologie. Certains nous classent en tant que SIEM, d'autres en tant que Security Analytics, d'autres vont dire qu'on est une solution d'UBA, d'EBA, de SIEM Next-Gen. J'ai envie de dire que ces termes qui sont un peu marketing ne sont pas forcément très importants. J'ai envie de prendre un peu de recul et de dire qu'on a une solution qui permet de détecter des incidents et qui va répondre à un besoin de SOC ou de SIEM de beaucoup d'entre vous. Donc, peu importe le nom, pourvu qu'on ait la capacité de détection. Donc voilà pour la partie présentation de société. Je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus, je vais aller plutôt sur la partie solution et ce qu'on apporte aux utilisateurs. Premier point, avant tout, c'est détecter des menaces. Donc ça, c'est le principe de toute solution de SIEM, mais avant tout, mais aussi détecter des menaces qui ne sont pas forcément connues. Comment on va faire ça? C'est qu'on utilise un mécanisme d'UBA basé sur du machine learning pour détecter les menaces, détecter les anomalies et voir quel est le comportement normal des utilisateurs ou des machines et alerter sur les anomalies. Donc on a une approche différente de beaucoup de SIEM actuels du marché où il faut faire ses règles. Chez nous, on fait peu de règles. La solution, comme avec le comportement, toutes les fonctionnalités de base, elle va vraiment apprendre le comportement des utilisateurs et va alerter quand il y avoir des changements de comportement. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas plus besoin de faire de règles, vous faites très peu de règles de corrélation. Et quand il y a des nouvelles menaces ou des nouvelles choses qui apparaissent, vous n'avez pas du tout besoin de créer de nouvelles règles ou de mettre à jour vos règles actuelles.
Je vais vous donner 2 exemples là-dessus. Le premier, c'est un de nos clients qui, un jour, s'est rendu compte qu'il avait une alerte dans Exabim et qu'il avait une alerte sur un poste de travail qui se mettait à se connecter sur des réseaux très sensibles avec des terminaux de paiement. En théorie, toutes les connexions vers ce réseau-là étaient impossibles parce qu'il y avait une solution d'authentification forte qui ne permettait qu'à certaines personnes de s'y connecter. Et ils n'auraient pas dû s'y connecter. Ils ont regardé un petit peu ce qui se passait et ils se sont rendus compte que cette personne-là se connectait donc sur ce réseau de paiement parce qu'il y avait un malware qui était en train d'essayer de se propager et que d'autre part, la solution d'authentification forte était mal configurée et permettait à toute personne authentifiée de se connecter sur tous les réseaux. Pourquoi je prends cet exemple? D'une part parce que ça a permis de déterminer qu'il y avait un malware qui était en train d'essayer de se propager, donc bon, ça c'est des choses relativement classiques, mais surtout c'est que les personnes n'auraient pas pensé à faire une règle pour quelque chose qu'elles pensaient sûr. Donc en l'occurrence la solution d'authentification forte qui protégeait ce réseau. Alors on a appris récemment avec Sunburst entre autres que c'était qu'on pouvait bypasser dans certains cas les solutions d'authentification forte. Et ça me permet de rebondir sur le rapport de FireEye, où dans le rapport, il précisait que les attaquants avaient essayé d'utiliser le moins possible des charges actives, mais avaient utilisé le plus possible des comptes légitimes pour rebondir et être le plus discret possible. D'où l'intérêt de focaliser sur le comportement des utilisateurs et voir s'il y a un changement de comportement sur ces utilisateurs. Deuxième point, et ce sera, je pense, ma seule parenthèse sur la partie un peu plus commerciale, c'est la partie coût. Donc, on a une métrique principale qui est le nombre d'utilisateurs au sens compte associé à une personne dans l'AD pour déterminer le coût de la solution. On a aussi maintenant une autre métrique qui peut être la volumétrie. Vous pouvez prendre la plus pertinente des deux dans votre cas, mais le coût, si vous prenez la métrique associée au nombre d'utilisateurs, est prévisible. Et pour tous les projets de SIEM que j'ai vus, dans les estimations qu'on fait, on n'était jamais bon. J'ai même vu du x4 ou x5. Et sur le long terme, la volumétrie de log qu'on envoie dans telle solution, en général, a tendance à grossir de manière importante, impactant aussi le coût de votre SOC. Dernier point, c'est améliorer la productivité de votre SOC. Alors ce sont des grands mots, mais derrière il y a des choses assez concrètes, notamment faire en sorte que vos analystes aient besoin de moins de compétences, moins de formation sur la solution, puisqu'elle va présenter tout ce qu'a fait un utilisateur de manière simple, et l'analyste ne va pas du tout avoir besoin de faire des recherches fastidieuses, et essayer de diminuer le nombre de faux positifs grâce aux techniques de machine learning. Je vous montrerai ça dans la démo et j'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne par la suite. Je vais parler un peu des solutions avant d'aller dans les détails techniques. Donc, les principales solutions. Notre principale solution, la solution d'origine, c'est celle-là. C'est la partie de détection basée sur du machine learning, avec une partie basée sur les utilisateurs, une partie pour les machines, et le Threat Hunter, c'est la partie qui permet de faire des analyses, d'investigation, sans avoir besoin de langage. On a élargi notre portfolio en rajoutant des solutions pour la collecte et le stockage, donc notamment un data lake. Alors, je vais pas trop en parler du data lake parce que du point de vue technique, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il y a une base d'Hadoop qui permet d'avoir un cluster, de l'étendre sur un cluster de plusieurs machines, et au-dessus une couche de présentation avec de l'élastique. Évidemment, il y a une personnalisation orientée sécurité, avec des parseurs spécifiques et une présentation spécifique et des reportings spécifiques. On a aussi des Cloud Connectors pour collecter des données avec des API du cloud des principaux services qu'on peut trouver. Je ferai une petite parenthèse là-dessus plus tard. Et on a une solution qui s'appelle Cloud Archive pour stocker sur du long terme dans le cloud à un coût intéressant, tout en permettant de faire des recherches très basiques. Donc une fois qu'on a collecté les données, qu'on les a stockées, qu'on a détecté les incidents et qu'on va vouloir y répondre. Donc on a
un module, le Case Manager, pour gérer tout ce qui est incident, et la partie peut-être plus intéressante ici, qui est la partie SOAR, donc avec une capacité d'automatisation sur certains incidents pour automatiser des réactions ou des investigations. Je vais être très clair, notre SOAR, c'est pas le meilleur du marché, donc on n'est pas aujourd'hui au niveau des roles comme des Misto, enfin XOR maintenant, mais on va essayer de répondre aux besoins les plus classiques des SOC ou des SOC du marché, tout en étant intégré dans la même interface. Déploiement, il y a 3 solutions possibles. On offre un mode SaaS, un mode on-premise sur des appliances, et on peut aussi être déployé dans certains clouds, notamment Google et AWS. On a un positionnement où on n'est pas forcément là pour remplacer des solutions existantes. Donc vous avez vu, si je reviens juste ici, notre brique d'origine c'est celle-là, donc la partie détection, et on a beaucoup de clients qui ont des solutions. Alors je viens de Splunk et j'ai vu certains clients qui étaient de Splunk, donc je parle de Splunk, mais qui ont du Splunk, qui font beaucoup de choses avec du Splunk, de l'investigation sécurité, qui font aussi des choses orientées beaucoup plus métier, du reporting de performance. Donc, gardez-le, il est très bon pour faire la collecte de données et l'investigation. Je reste sur un positionnement technique, je ne parle pas de tarification. Ils ont 2 options pour faire de la sécurité, qui n'ont pas forcément été très mises à jour ces derniers temps. Donc, par contre, vous pouvez les remplacer par Exabim, la partie Advanced Analytics, et Exabim va compléter la partie Log Management de Splunk pour faire toute la partie détection, en apportant ses capacités évoluées en termes de détection. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des briques comme les Cloud Connectors, l'incident responder, et rendre vos gens du SOC heureux. Et si vous le souhaitez par la suite, parce que vous avez besoin d'augmenter la capacité, les données à collecter, vous allez pouvoir éventuellement rajouter notre data lake pour certains périmètres. Et évidemment, ce que j'ai dit, c'est aussi valable avec d'autres solutions. On voit des clients qui ont du QRadar qui vont rajouter du Advanced Analytics, ou beaucoup de clients en France qui ont de l'élastique et qui veulent avoir une brique de détection tout en gardant leur élastique. On va venir en complément de l'élastique ou d'autres solutions, ce qui permet de garder la solution actuelle si elle est pertinente et qu'ils y tiennent. Beaucoup de gens qui ont l'élastique y tiennent beaucoup, un attachement très particulier. Donc, à vous de prendre les briques qui sont pertinentes pour les concevoir la solution qui répond à votre besoin. Je vais parler un peu de cloud et du futur d'Exabim dans le cloud. Donc, dans le cloud, 2 choses. Premier point, je vais parler de la partie collecte du données. J'en ai parlé très rapidement. Donc l'idée on a de plus en plus de clients, on voit de plus en plus de clients qui ont caché des services dans le cloud, donc qui ont besoin d'une visibilité sur cette partie-là. Donc pour ça, on a cette application qu'on appelle le Cloud Connector, ce qui permet de collecter des données de différentes solutions. Ça va de Office 365, AWS, Azure, tout ce qui est solutions de sécurité, SentinelOne, CrowdStrike, CyberHorizon, etc. Et des solutions qu'on a rajoutées récemment, comme Zoom, que certains adorent ici. J'ai parlé aussi un peu du futur, donc Back to the Future, le futur d'Exabim dans le cloud. On a, comme beaucoup de sociétés du secteur, une orientation assez forte vers le cloud, donc on a une offre en tant que SaaS, j'en ai un peu parlé, et c'est celle qu'on développe le plus. Mais on rajoute des services pour créer vraiment une plateforme de services dans le cloud, en rajoutant des wizards dans le cloud pour créer ces parseurs, éventuellement les partager avec d'autres personnes, voir s'il y a d'autres personnes qui ont créé des parseurs, et derrière les partager de manière semi-automatique avec ces instances, qu'elles soient dans le cloud ou on-premise. Et on a la même chose pour tout ce qui est interface via les API pour toute la partie SOAR. Donc on va avoir un wizard qui va nous présenter le canevas de Python si on veut rajouter des interfaces. On va pouvoir créer son interface Python et donc l'appliquer à ces SOAR, à ces instances.
Alors bien évidemment, si votre instance est dans on-premise et qu'elle n'est pas connectée au cloud, vous pouvez très bien télécharger et faire l'opération de manière manuelle. Alors, il y a un petit détail, je ne sais pas si ça se voit bien sur vos écrans. Si on regarde bien ici, il y a un petit planeur qu'on voit ici, en fait, qui a été largué par le câble qu'on aperçoit ici et qui essaie de rejoindre le nuage qui est ici pour prendre de l'altitude. Donc tout ça sans moteur, donc c'est une petite allégorie pour montrer la puissance du cloud. Alors, voilà, donc on peut être technique et être poète. J'en ai même une partie un petit peu plus technique. Donc, j'ai parlé de 4 points qui sont importants quand on fait pour la solution d'Exabim, qui sont importants pour détecter des événements. Donc, il y a toute la partie contexte qui est important pour comprendre ce qui se passe. La partie reconstruction de session, qui est assez propre, j'ai pas vu dans d'autres solutions aujourd'hui, mais qui va, dont le but c'est de permettre d'afficher à l'utilisateur et d'appliquer les modèles, l'alerting à non pas un événement spécifique, mais à un ensemble d'événements. Et puis après, il y a toute la partie détection et affectation du risque pour détecter les incidents. Premier point, le contexte. Donc, quand on installe Exabim, une des premières choses qu'il va vous demander, c'est une connexion à un AD ou un annuaire pour prendre différentes informations, notamment tout ce qui est utilisateur, compte, machine bien sûr, et construire un contexte. Notamment, il va vouloir classifier les hosts, essayer de trouver les utilisateurs privilégiés. Donc pour ça, il va vous demander quel est le PDG de la société, et on va lui dire sous combien de niveaux les autres sont considérés comme VIP. De la même manière, on va lui indiquer un certain nombre de machines, s'il y a une nomenclature spécifique, on va lui indiquer, pour savoir quelles machines sont des serveurs, quelles machines sont des workstations, et tout ça, ça va lui permettre de construire un contexte qui va permettre de donner des scores plus pertinents aux alertes. Je reviendrai un peu plus tard sur les mécanismes avancés en termes de machine learning pour classifier les machines et les utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point et c'est important pour avoir une vision claire de ce qui se passe. Deuxième point, c'est la reconstruction de la session. Donc quand on a tous les événements qui arrivent, on va vouloir reconstruire, Exabim va reconstruire les sessions pour regrouper ce qui se passe et afficher les événements associés aux utilisateurs de manière chronologique. Donc, que ça soit des événements associés à un utilisateur, une machine ou des objets personnalisés, Exabim va les regrouper et du premier login à la déconnexion, voire un peu plus, il y a des événements de sécurité qui sont qui font pas dans le contexte, enfin dans la session, il va les regrouper pour les afficher à l'utilisateur ou pour qu'on puisse utiliser le moteur de risque sur l'ensemble de ces événements. Donc, on va plus travailler sur un événement de manière unitaire, mais sur une session de manière beaucoup plus globale. Donc, associé au contexte, ça permet d'avoir une visibilité plus claire de ce que font les utilisateurs et de comprendre si c'est normal ou pas. J'ai parlé d'objets personnalisés, j'ai donné quelques exemples. On a un client qui s'appelle Delta Airlines, que vous connaissez tous, qui, en plus de superviser son IT, a utilisé aussi la solution pour détecter des tentatives de fraude sur l'utilisation des miles, mais aussi sur les bagages. S'il y a des bagages après le déchargement qui mettent plus de temps qu'un autre, c'est peut-être qu'ils ont été fouillés, donc ça lève des alertes. Et le dernier cas, c'est sur les événements à CARS des avions, donc tout ce qui est panne ou anomalie des avions. Les avions envoient un message radio à son opérateur, et ça permet à l'opérateur de prévoir un technicien qui, avec la bonne pièce, qui va attendre l'avion au bord de la piste pour changer la pièce, par exemple une sonde pitot, rapidement, pour ne pas impacter, décaler le prochain décollage de l'avion. Donc tout ça pour dire que j'ai surtout parlé d'IT, d'événements IT, et c'est ce qui nous intéresse aussi, mais on peut l'adapter à des besoins beaucoup plus métiers. Donc si je reviens à ma construction de session,
Donc, ma session, on va lui appliquer, le moteur de risque derrière va appliquer, voir ce qui est normal pour détecter les anomalies, et derrière, on va appliquer un moteur de risque aux anomalies. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce que je vais le montrer plutôt pendant la démo. Mais derrière, le moteur de session, il y a un autre intérêt, c'est qu'il ne va pas se contenter des sessions sur une même machine ou le même utilisateur, mais si un utilisateur change d'identifiant ou s'il se connecte sur une autre machine, que ce soit du SU, du SSH, du RENAS ou autre chose, il va regrouper ces logs-là au sein d'une même session. Alors évidemment, il faut avoir le bon événement, hein, enfin le bon log, sinon on ne peut pas le faire, il n'y a pas de magie, hein. Mais il va le regrouper, l'afficher pour l'utilisateur au sein d'une même session, et on va pouvoir appliquer le moteur d'analyse sur toute la session, même s'il a changé de machine. Alors, dans l'exemple ici de Chuck Norris, par défaut, il devrait avoir tous les privilèges, hein, mais là, on voit qu'il a changé de compte, il est passé DB admin, et ça sera regroupé au sein d'une même session. Alors, je vous montre l'écran, mais bon, effectivement, je pense que vous ne voyez pas mon doigt sur l'écran. L'avantage, un des avantages, c'est que ça permet de faire des recherches, non pas sur les utilisateurs, mais les sessions, et on a l'interface qu'on appelle le Threat Hunter, qui va permettre de faire des recherches sans avoir besoin d'apprendre de langage de recherche. Je vais pouvoir rentrer des critères, donc ici, des tags, enfin des techniques du MITRE Framework, MITRE Attack. Je vais pouvoir rentrer d'autres critères, donc ici ce sont des règles. Je pourrais rentrer aussi des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des localisations géographiques, et derrière, il va m'afficher tous les utilisateurs, toutes les sessions utilisateurs ou machines qui correspondent à mes critères. Donc, alors je sais plus ce que j'avais mis donc utilisation de services distants, connexion à un domaine contrôleur, etc. Et donc, toutes les sessions qui correspondent à ces critères vont être affichées ici, avec le niveau de risque, et je vais pouvoir derrière continuer à affiner ma sélection si j'ai besoin, avec les critères qui sont disponibles ici. Alors, je sais qu'on est nombreux à être des barbus ici, à préférer avoir un langage de recherche, mais je pense que vous n'avez pas envie de travailler dans les SOC. On sait très bien que dans les SOC, il y a des analystes de sécurité, ce sont des gens plutôt jeunes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Si on leur demande, en plus d'une expertise sécurité, d'avoir une expertise pointue sur des langages de recherche, ça devient compliqué, et on sait qu'ils changent de manière régulière, ces gens-là. Donc, l'idée d'avoir une solution qui est plus simple d'accès, ça permet de faciliter le recrutement des utilisateurs et d'être plus efficace dans le SOC. J'ai parlé un peu du MITRE Framework, donc la majorité de nos règles ont des tags de techniques du MITRE associés, et on est aussi contributeur. Donc voilà, donc tout ça c'était un peu pour se la péter, mais au moins on n'est pas juste une société qui prend les informations du MITRE, on est contributeur. J'ai parlé du contexte, j'ai parlé du groupement de sessions. Une fois qu'on a les sessions, on va vouloir créer des baselines, on va vouloir construire ce qui est normal pour ces utilisateurs. Donc pour ça, quand on a un log dans une session, il va être associé, il va être envoyé vers de nombreux modèles de données, et dans différents modèles de données, on va identifier, on va avoir des indicateurs qui ont été construits par des gens qui font de la sécurité, et qui vont être pertinents pour caractériser le comportement normal d'un utilisateur et le différencier d'un comportement anormal. Alors, de base, quand j'avais regardé en septembre, il y avait 1042 modèles. On rajoute régulièrement des content packs qui vont rajouter des nouveaux parseurs, des nouveaux modèles, des nouvelles règles. Donc aujourd'hui, on va être un peu plus. Et tous ces modèles vont être appliqués à un utilisateur, à des groupes d'utilisateurs et à l'entreprise de manière plus générale, et aussi à des machines. Donc l'idée, c'est de pouvoir modéliser le comportement des utilisateurs. Ici, par exemple, on a l'origine de la connexion, l'origine géographique de la connexion, où on voit dans le modèle de données que là, on a une anomalie. Ici, on a le nombre, alors c'est caché, mais c'est le nombre de connexions habituelles pour un utilisateur. Donc ici, on voit qu'il y a plus, cet utilisateur se connecte beaucoup de 1 à 5 machines. Et puis ici, il y a l'horaire de départ des sessions d'utilisateurs. Donc le but, c'est vraiment de modéliser le comportement normal d'un utilisateur, des groupes d'utilisateurs ou des machines. Et ensuite,
on va affecter des risques, un score de risque à ces différentes sessions. Donc, quand on a, comme ici, une anomalie, on va pouvoir affecter un risque. Donc, jusque précédemment, c'était plutôt des algorithmes qui faisaient le travail de détection. Il y a une partie d'affectation du risque qui est préconfigurée, parce que le machine learning a des limites, quand même, et que on va avoir des règles qui vont avoir un risque qui est préconfiguré, qui est tout à fait personnalisable, et qui va dépendre aussi du contexte et de la confidence dans le modèle. Donc, en fonction de l'utilisateur, du groupe d'utilisateurs et du comportement de ses collègues, donc d'où l'intérêt, on va avoir un score qui est différent. Donc d'où l'intérêt de mapper, d'associer un utilisateur à des groupes et de voir si l'utilisateur est le seul qui a ce comportement dans le groupe ou si beaucoup d'utilisateurs ont le même comportement. Imaginons par exemple, au hasard, que beaucoup d'utilisateurs se mettent à se connecter via VPN. On va pas avoir le même niveau de risque que s'il y a un seul utilisateur qui, tout d'un coup, se met à se connecter en VPN alors qu'il ne le faisait pas jusque-là. Alors, je vais parler un peu de tout ce qui est data science, en sachant que je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de vous montrer ce que le machine learning apporte dans Exabim et ce qu'il peut vous apporter, ou en tout cas, comment il peut vous simplifier le travail. Chose importante, si on regarde l'évolution des SIEM, qu'on prend un peu de recul, au départ, les principaux SIEM étaient basés sur des solutions, des bases de données relationnelles, SQL, Oracle ou autres. Rapidement, on s'est rendu compte que ces bases de données, il fallait faire beaucoup de tuning pour qu'elles répondent à l'explosion de la volumétrie de log. On est arrivé à des limitations. Il fallait que les logs soient bien parsés si on voulait les stocker, sinon ça ne marchait pas. Donc il y a une première évolution pour moi qui a été l'utilisation de Big Data, moteur Big Data dans les SIEM. Et depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, il y a eu une stagnation des solutions. Et la révolution que j'ai vue récemment, en tout cas avec Exabim, c'était l'utilisation de machine learning pour détecter les anomalies. Alors, je vous avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique parce que j'ai vu d'autres solutions dans d'autres sociétés qui m'ont pas du tout convaincu. Mais avec Exabim, j'ai vu des vrais différenciateurs et une vraie valeur ajoutée sur la partie machine learning et ce que ça peut apporter. Alors, on a trois grands types d'utilisation en termes de manipulation de données. Et la partie machine learning va permettre de donner du contexte, et je donnerai quelques exemples. J'ai choisi quelques exemples, je ne vais pas parler de tout parce que voilà, il faut choisir les sujets. Donc, catégoriser les machines et les utilisateurs. Il y a la partie analyse statistique pour détecter les anomalies et voir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Et puis la partie scoring Bayesian pour affecter des scores aux anomalies et diminuer le nombre de faux positifs. Et je vais m'arrêter sur ça, parce que ça va me permettre de placer un petit exemple que j'ai eu dans un POC il n'y a pas longtemps. Donc on a aussi un mécanisme qui permet d'essayer d'identifier les gens qui utilisent des adresses personnelles, dans le sens où l'adresse mail, elle va reprendre le prénom, le nom, ou quelque chose qui ressemble au compte, au login de l'utilisateur. Donc, il n'y a pas longtemps, dans un POC, j'ai eu un exemple où on a eu un utilisateur qui avait un risque qui n'était pas très élevé, au final. C'est pas l'exemple, c'est pas le screenshot du POC en question, mais qui avait un risque qui est un petit peu plus élevé que ça, mais pas très élevé. Et quand on a regardé, on s'est rendu compte que l'utilisateur, non seulement il envoyait des données à un compte qui était personnel, alors c'était pas du Gmail Yahoo, c'est pas une adresse classique, mais on retrouvait quelque part son nom, donc la solution l'avait détecté. En plus, la fréquence de mail et la volumétrie de mail était inhabituelle pour cet utilisateur, donc il y a un changement de comportement. Donc la solution avait augmenté son risque. Et dernier point qui faisait que l'utilisateur avait un risque élevé dans sa session, c'est que il s'est mis à accéder à des sites d'offres d'emploi. Donc là, c'est intéressant de flaguer cet utilisateur parce que manifestement il exfiltrait des informations avant de quitter l'entreprise.
Dernier point sur lequel je vais passer rapidement, quand on a du scoring associé à un événement, on va regrouper donc tous les scores, associer les scores pour une session utilisateur, mais il y a des mécanismes pour diminuer le nombre de faux positifs ou monter un score parce qu'il est plus pertinent. Premièrement, dans tous les modèles de données, on va avoir une notion de confidence. Confidence dans les données. Est-ce que la solution a récupéré assez de données pour être certaine, pour avoir des certitudes. Donc, en fonction de ce paramètre, le score final va être augmenté ou diminué. Et on a aussi un autre mécanisme qui va permettre de diminuer les scores s'il y a énormément de règles qui matchent, s'il y a trop de règles qui matchent en fait. Je vous donne un exemple de modèle. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais ce qui est important de savoir, c'est que le modèle de données, c'est là qu'il va avoir une grosse partie de l'intelligence de la solution. Donc, le modèle va reprendre un certain nombre d'indicateurs qui sont pertinents pour modéliser le comportement d'un utilisateur. Ici, c'est pour un switch d'utilisateur, je n'ai pas mis dans le slide, c'est pour voir les utilisateurs qui changent de compte. Donc on va retrouver un certain nombre d'indicateurs, de paramètres ici qui vont indiquer quelle est la taille de données nécessaire pour que le modèle, les données soient pertinentes. On va avoir des paramètres qui vont nous dire à partir de quand le modèle doit reapprendre les données. Et puis on va avoir un certain nombre de données qui vont indiquer sur quoi le modèle va s'appliquer. Ici c'est un modèle qui s'applique sur des utilisateurs et pas sur des groupes ou des entreprises. Et puis voilà, voilà, je pense que je vais passer. Donc, ce qui est important ici de montrer, de retenir, c'est que le modèle va s'appliquer à tous les utilisateurs pour lesquels on a des données de ce type. Ici, c'est des logins, des switch accounts, pardon. Et ce modèle-là va être multiplié par le nombre d'utilisateurs qu'il y a. On va avoir un autre modèle qui va être multiplié par les groupes d'utilisateurs, qui va mapper le comportement pour les groupes d'utilisateurs, et d'autres pour les organisations et d'autres pour les assets. Donc au final, on va avoir énormément de modèles, d'instances de modèles, pour mapper tous les indicateurs pour chaque utilisateur, groupe d'utilisateurs. Et c'est là qu'on va avoir des règles. Alors on a deux types de règles, principalement. Les règles de type plus classique, on va dire type corrélation, où on va réagir à un événement de manière unitaire, un événement spécifique, on va dire, ou des suites d'événements. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les règles qui vont se baser sur les modèles de données ou les anomalies qui ont été détectées dans les modèles de données. Alors, c'est peut-être pas super intuitif, mais ici, on va pouvoir voir le type de données. Alors, où est-ce qu'il est, donc, on va voir déjà le modèle non, il n'est pas là le modèle. Le modèle est là, le modèle sur lequel il se base. On va voir un certain nombre d'informations. Là, l'expression sur lequel comment on va agir. Donc il faut qu'il y ait au moins une observation, au moins une anomalie, que le compte soit différent de l'utilisateur et qu'on soit inférieur au percentile threshold et qu'on ait une certaine confiance dans le modèle. On va avoir un score de base qui est ici, donc qui vient avec la solution, mais qu'on peut personnaliser, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il y a plus de 400 règles qui ne sont pas forcément des règles de corrélation, mais qui vont utiliser des modèles de données. Souvent, à un modèle de données, on va avoir plusieurs règles. On peut avoir, par exemple, détection de flux de compte, détection d'anomalies sur l'origine de la connexion, etc., etc. Et non seulement les modèles de données peuvent être utilisés par les règles, mais on peut aussi les consulter, voir les données qu'on a dans un modèle de données. Donc ici, je peux choisir un modèle de données et je peux voir donc pour tous les utilisateurs les informations que j'ai. Donc là, c'est le modèle qui concerne le même, c'est les switch d'account. Donc là, je peux voir que pour cet utilisateur-là, il se connecte, il fait des switch d'account vers root et il y a eu un switch d'account vers Jean-Kévin qui est assez inhabituel, ce qui fait qu'il n'a pas forcément une confidence importante sur le modèle. Par contre, là, on est dans un cas plus classique, il y a un peu plus d'événements et il n'y a qu'un seul compte, donc c'est assez facile pour lui d'être confiant dans le modèle de données.
Le temps passe, je vais rapidement passer sur l'architecture. On a des collecteurs qui sont basés sur du bits, des bits personnalisés pour des besoins de sécurité. On peut avoir un agent qui va centraliser les données et qui va permettre au flux descendant, notamment pour la partie sort, de revenir via un VPN. Et je vais m'arrêter là pour la partie cloud. Et juste pour la partie architecture de la solution elle-même, je vais pas m'attarder dessus, mais je vais juste montrer que donc on utilise des choses assez classiques, du HDFS, du Spark, et tous les mécanismes sont dans des instances Docker, ce qui nous permet de nous étendre sur des clusters s'il y a besoin, et de répondre à des sociétés qui ont une taille assez importante. Et je vais passer à la partie démo. Alors, est-ce que vous voyez mon navigateur? Vous devez voir mon navigateur. Vous êtes toujours là? On voit ton navigateur. Oui, Super. Oui, on le voit. C'est juste le temps de remettre le micro. Super. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'interface Advanced Analytics. On voit ici tous les incidents qui sont dans les queues. Alors, moi, heureusement, j'ai pas d'incidents qui me sont associés. Je suis pas bon. Très bien, on m'a pas associé d'incident. Ce qu'on va avoir dans un SOC classique, c'est on va avoir un traitement plutôt par incident. Donc ici, on peut voir un incident avec le détail et son statut, sa sévérité. On peut voir les tâches qui sont recommandées, les différents artefacts qui sont associés. Donc là, on est dans un cas d'incident de phishing associé à un utilisateur, avec un fichier attaché et il y a des liens, si je me souviens bien. Donc ça, c'est la méthode la plus classique. Ce que je vous propose, moi, plutôt, c'est d'avoir une approche avec un peu plus de recul, et au lieu de se baser sur des incidents de manière unitaire, parce que là, on voit qu'il y a 96 incidents, c'est de se baser sur des utilisateurs ou des machines. Donc, ici, avant d'aller dans le détail, je précise qu'il y a un certain nombre de tuiles ici qui sont personnalisables. Donc là, ici, il y a une personnalisation on a rajouté une tuile avec les first utilisateurs avec une anomalie géographique. Et on a ici les machines avec un risque important. On voit le risque ici à droite. On a les services accounts avec un risque important. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu quel était l'utilisateur tout à l'heure en question. C'était Barbara Salazar. On le retrouve ici. Elle a un risque important, 300 plus 300, ça commence à devenir important. On a un petit commentaire et on peut voir qu'elle a 6 incidents associés à elle. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller investiguer cet utilisateur et vous montrer comment on investigue dans Exabeam. Donc, ici, on a tout ce qui vient du contexte. Donc, contexte de l'AD. Et on a les informations donc pour contacter l'utilisateur s'il y a besoin. On voit ici que c'est une personne des ressources humaines. On voit qu'elle est basée à Chicago, donc aux États-Unis. On a les mêmes choses pour son manager, si on a besoin de le contacter. On a depuis quand elle est vue, depuis quand on l'a pas vue, enfin depuis quand la première fois qu'on l'a vue, pardon, depuis quand la dernière fois qu'on l'a vue. Est-ce que c'est un sous-traitant? On peut l'associer facilement à une watchlist. Et là, on va pouvoir voir les groupes associés à l'utilisateur. Donc, on a des groupes qui viennent ici, évidemment, de l'AD. On a des groupes qui viennent du pays, et on a des groupes ici qui ont été créés par la solution parce que pour regrouper tous les utilisateurs qui accédaient à cette application. Donc ça, c'est fait de manière dynamique. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir voir si tous les autres utilisateurs de ce groupe-là ont un risque élevé aussi, parce qu'il y a un changement de comportement ou pas. En l'occurrence, ici, la majorité des utilisateurs ont un risque qui est assez faible, on voit le risque ici. Donc, ça vaut le coup de continuer à investiguer sur cet utilisateur. Alors, on voit ici qu'il a 6 incidents actifs, on peut voir son historique d'incidents, elle est habituée à avoir des incidents. Bon, on va continuer à investiguer. On voit l'évolution de son risque ici. Donc là, on le voit sur une semaine. Si je regarde sur un mois, on voit qu'il y a eu un changement de comportement et que là, en l'occurrence, il y avait un risque très élevé, même si aujourd'hui, le risque est redescendu. Donc, on va rester sur ce jour-là, où il y avait un risque très élevé. On va regarder ce qui s'est passé. Alors, chaque couleur représente un type de données. Donc, le jaune, c'est pour les activités web. On a du violet pour les activités database, etc. Bon, ça, je ne vais pas tous les détailler. Ici, on a tous les événements qui ont généré un niveau de risque avec le risque qui leur a été associé.
Ici, on voit ici le score. Je peux cliquer sur chacun pour avoir le détail, avec comment a été calculé le score final, avec la notion de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure au modèle de données. On peut voir les détails de l'événement. Et ici, il y a quand même pas mal de risques. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller investiguer, de voir vraiment ce qui s'est passé dans le détail, qui a été l'historique de l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va voir, c'est la timeline de l'utilisateur. Donc, Exabim a reconstruit la session de la connexion de l'utilisateur à sa déconnexion pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé et aussi pour que ça puisse être appliqué au moteur d'analyse, au moteur de risque. Donc ici, on voit qu'elle s'est connectée depuis l'Ukraine alors que c'est totalement inhabituel. Donc on voit que c'est inhabituel pour cet utilisateur-là, mais aussi pour l'organisation. Donc on peut voir le log en détail, s'il y a besoin. Avant que j'oublie, je vous montrerai ça plus tard. On peut voir, encore une fois, le score. On peut voir les informations sur les données. Donc l'idée de montrer les données ici qu'on peut voir, c'est vraiment pas une boîte noire. On peut comprendre pourquoi il y a eu ce score-là. Donc d'habitude, elle se connecte depuis les États-Unis, ce qui est cohérent avec les infos qu'on a du contexte. Et là, la connexion depuis l'Ukraine est tout à fait inhabituelle. Donc, son score a été augmenté d'un certain nombre de points. On a d'autres événements qui ont fait que son score a été augmenté, dont notamment la partie un ISP qui est inconnu, une machine qui est inconnue, etc. Et on a eu un transfert de risque des sessions précédentes. L'idée du transfert de risque, c'est pour détecter les attaques sur du long terme qui pourraient passer sous le radar parce qu'elles génèrent un niveau de risque faible. Ensuite, on a un accès distant qui est assez anormal. Vous pouvez voir ici le tag du mitre. Il y a une autre connexion qui paraît suspect, mais ça génère un score assez faible. Il y a 6 autres accès distants qui paraissent plutôt normaux à la solution. Et puis là, il y a un certain nombre d'autres accès distants sur lesquels la solution rajoute un score un peu plus élevé. Donc, un analyste, pour un analyste, comprenez tout de suite que pour une personne avec des ressources humaines, il a eu raison d'investiguer, là, il y a peut-être quelque chose de pas normal qui se passe. Si on continue, on se rend compte que l'utilisateur se connecte sur un serveur en changeant de compte. Donc, si je regarde les détails, on voit qu'il se connecte donc sur cette machine, donc je peux voir les détails ici, avec un compte qui s'appelle SA, donc je pense que ça parle à tout le monde ici, et pour une personne des ressources humaines, ça paraît assez inhabituel. Donc, ça paraît inhabituel pour nous, analystes, mais ça paraît aussi inhabituel pour la solution parce que cet utilisateur n'a pas l'habitude de se connecter avec ce compte-là. Si on scrolle encore un peu, on va voir qu'elle fait qu'elle en fait encore un switch de compte et que là, elle fait une connexion sur le service payroll et qu'elle fait une requête sur la base de données avec un select étoile. On a un risque associé à cette action parce que la taille de la réponse est anormale par rapport aux autres réponses SQL habituelles. Si on continue, donc on peut voir qu'elle fait un drop table, ce qui n'est pas très pertinent dans ce cas-là, ce qui est assez anormal pour une solution de personne des ressources humaines. Et ensuite, elle accède à un site de partage de fichiers. Manifestement, les utilisateurs ont l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, pour la solution, c'est pas quelque chose d'anormal. Par contre, après, on voit qu'il y a un volume de trafic qui est inhabituel pour cet utilisateur-là et pour cette machine. Donc, on augmente encore le risque de manière substantielle. Et par la suite, on voit qu'elle accède à un forum de hackers russes, donc là c'est plus ukrainien, depuis un navigateur qui est inhabituel, depuis un OS qui est inhabituel pour l'utilisateur, et on va avoir ici des infos sur son activité web. Donc là, je pense que vous avez tous vu que on a un certain nombre d'informations sur ce qu'a fait l'utilisateur, qui montre qu'il y a une activité anormale et que là, on est à peu près sûr de faire face à une attaque. Et pour ça, vous avez vu, j'ai pas du tout eu besoin de faire des recherches, de faire un langage. Alors, si on veut faire des recherches, si on veut aller plus loin, on peut regarder d'une part les data insights, donc c'est les informations les plus pertinentes associées à l'utilisateur, donc les machines depuis lesquelles elle a l'habitude de se connecter, les zones réseau, les origines géographiques et les sessions, enfin le début de ces sessions. Et on peut aller voir tous
les modèles de données pour lesquels on a des données pour cet utilisateur. Alors vous allez voir qu'on a beaucoup de choses. Donc d'habitude ici elle se connecte plutôt sur des serveurs. Elle se connecte depuis ces machines-là. Là on peut voir qu'il y a des choses un peu bizarres. Elle se connecte aussi c'est depuis ses comptes, dans ces tags avec ses comptes. Donc là ça rejoint notre analyse de tout à l'heure. On peut voir le nombre de machines sur lesquelles elle a l'habitude de se connecter. Et il y a énormément d'autres paramètres, que ce soit la fréquence, la volumétrie, la taille des mails, les accès physiques, si on a les informations, les accès privilégiés, les activités web, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui nous permettent de modéliser le comportement d'un utilisateur, d'un groupe d'utilisateurs ou d'une organisation. Et tout ça, on va le faire à la différence de d'autres solutions. On ne va pas vouloir avoir énormément de données, mais on préfère avoir des données pertinentes. Donc, par données pertinentes, j'entends tout ce qui vient de l'AD, tout ce qui vient d'antivirus EDR, tout ce qui vient de VPN, et toutes les autres solutions avec de l'intelligence. Je pense à tout ce qui est IDS, etc. J'en ai oublié un, mais ça me reviendra. Voilà. Si je reviens en arrière, alors en cliquant ici, voilà, là il veut, j'espère que j'ai cliqué qu'une seule fois, voilà. On a d'autres possibilités. Donc là vous avez vu que l'idée c'était de faire une investigation le plus simple possible. On peut tout à fait lui dire que finalement ça c'est normal parce que l'utilisateur a déménagé, donc je peux lui dire d'accepter la session de manière entière ou partielle et sélectionner les événements qu'il doit accepter, pour lesquels il doit apprendre. Cancel, hop. Et autre possibilité, hop, je vais faire cancel, yes, cancel. Si jamais j'ai besoin d'investiguer de manière plus profonde, et je sais que ça va vous plaire à vous, on peut être dirigé vers une autre solution. Donc que ce soit le Data Lake, que ce soit Elastic, Splunk, et peut-être même IBM, j'ai un doute, en sélectionnant les paramètres qui sont pertinents, et on va être redirigé vers une autre solution. Donc là, en l'occurrence, c'est notre Data Lake à nous, mais vu le temps, je ne vais pas forcément le montrer. Mais si on veut rester dans la solution, on a quand même la capacité de faire des recherches de manière plus simple. Donc on peut rechercher par exemple un nom de machine. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une machine qui s'appelait CC, on le voit ici, CC quelque chose, avec un 5. Donc il va me montrer, voilà, on la retrouve ici, il va me montrer toutes les machines, tous les comptes ou tous les incidents qui correspondent au terme que j'ai rentré. Donc là, on pourrait voir le détail. S'il y avait des utilisateurs identifiés comme suspects, il les nous afficherait ici. Mais ce qui est peut-être plus pertinent, c'est une fois qu'on a identifié un problème, c'est de rechercher le même comportement sur d'autres machines. Donc, je peux prendre, tout à l'heure, j'avais un switch de compte qui était assez pertinent. Donc, je vais essayer de trouver le même comportement. Donc, là, account switch. Je pourrais éventuellement rajouter des tags mitre, donc external. La chose, je ne vais pas le faire parce que je crois que ça marche. Pour ces événements-là, on ne va pas avoir beaucoup de choses. Je pourrais éventuellement spécifier des scores ou des raisons qui correspondent à des règles chez nous. Et je vais faire une recherche. L'idée ici, c'est de pas du tout avoir besoin d'apprendre un langage, encore une fois. Et donc ici, il va me montrer toutes les sessions utilisateurs, et encore une fois, pas les événements bruts, sur lesquels il y a eu le même comportement. Je pourrais affiner mon résultat en spécifiant des groupes d'utilisateurs. Par exemple, je pourrais chercher dans ces groupes-là, JobVite. Alors, je ne sais pas ce qui va me remonter, là j'improvise. Donc là, on voit qu'on a d'autres utilisateurs. Et puis, je pourrais être redirigé vers le détail de ces utilisateurs, ou voir tous les événements importants de cet utilisateur. On va se diriger vers la conclusion, Mathieu. Oui. Et donc, alors je ne vais pas montrer la partie sort, mais voilà, ça. Hop, j'ai perdu mon micro. Donc, on a à partir des incidents une capacité d'automatiser un certain nombre d'actions que je ne vais pas vous montrer ici. Et en tout cas, j'espère que j'ai pu vous montrer que avec des mécanismes de machine learning et des mécanismes pour reconstruire les sessions, on peut simplifier le travail des analystes et avoir une détection plus efficace,
et qui prend moins de temps, notamment sur la partie construction de règles. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est maintenant